Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau LPCX. J'espère que vous nous entendez tous très bien et que vous nous voyez également tous très bien. On est normalement 3 sur l'écran, donc n'hésitez pas à nous dire dans le chat si vous nous voyez bien et si vous nous entendez bien. Super. Alors, ce soir, on se retrouve, on est toujours en ligne, malheureusement, ça nous ferait vraiment très plaisir de vous revoir en vrai et d'avoir une bonne bière à la main. Malheureusement, on va continuer nos meet-up mensuels sur Lifetime encore quelques temps. Pour les tout nouveaux qui nous rejoignent, le Meetup LPCX a lieu tous les mois, une fois par mois, sur un sujet lié au produit, que ce soit en lien avec le design, l'orga, la strat, le delivery. C'est assez large du moment que ça parle du produit. Si vous êtes d'ailleurs intéressé pour venir en tant que speaker, prendre la place de Marion, n'hésitez pas à nous contacter, on sera ravis d'en discuter avec vous. Pour voir ou revoir tous les meet-ups qui ont déjà eu lieu, je vous mets en lien l'URL du site où vous pourrez retrouver toutes les vidéos, les articles, mais aussi les podcasts. Je vous laisse avec Marion et Samy pendant une bonne trentaine de minutes. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans l'onglet questions, pas dans le chat, questions. Vous pourrez également voter pour les questions que vous préférez et on les traitera dans l'ordre d'ici une trentaine de minutes. Passez une bonne soirée et à très vite. Merci Amandine, bonjour à tous, bonjour Marion, et merci pour ta participation à cette nouvelle édition de la LPCX Paris. Salut à tous. Merci à vous de m'accueillir. Bah, écoute, avec plaisir. Pour résumer globalement et pour te présenter ce soir, on va commencer peut-être par dresser un tableau de ton expérience au global, de tes débuts dans le produit chez Wonderbox en tant que PO. Ensuite, à tes expériences de PM à la fois chez Synthesio où tu as été arrivé en tant que première PM et où tu as eu la chance de devenir Head of Product. Ensuite, ton expérience chez Privatiseur où tu es arrivé également au début de l'aventure en tant que PM jusqu'à finalement le moment où tu as décidé de monter ta boîte, PEPS. Et donc, l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de voir toutes les bonnes pratiques que tu as retirées de tes différentes expériences en faisant un focus spécifique sur la partie Synthesio et Privatiseur, car je crois que tu as été confronté systématiquement en fait à la fois une sorte de contexte de croissance où il y a eu l'organisation produit et un peu de culture produit installée. Donc l'objectif, c'est de parcourir ça avec toi ce soir. Je te propose donc de commencer par Synthesio. Est-ce que tu peux nous présenter rapidement ce qu'était Synthesio et ce que fait Synthesio en fait aujourd'hui et comment tu l'as perçu au moment où tu y es arrivé? Oui, pas de souci. Synthesio, je suis arrivée en tant que première PM en 2014 lors de leur levée de fonds de 15 millions d'euros. Et Synthesio, c'est un SaaS B2B d'e-réputation en ligne pour les grands groupes, finalement, pour les aider à bien suivre leur campagne marketing, à voir comment on parle de leur marque, en bien, en mal ou pas sur les réseaux sociaux. Et donc, après, c'est des dashboards de suivi assez classiques avec des widgets. Mais je suis arrivée dans un contexte assez international déjà, où on avait le CEO qui venait de s'installer à New York pour ouvrir le bureau new-yorkais. Donc, il y avait 2 personnes aux US. Singapour, c'était les tout débuts. Il y avait déjà quelques personnes à Londres, mais c'était déjà dans l'ADN de la boîte. Et moi, mon N+1 à l'époque, c'était le 2e cofondateur qui s'occupait à la fois de la partie tech et de la partie produit. C'est lui qui m'a recruté. Et la petite spécificité, c'est que lui, en plus, il était basé à Berlin à l'époque. Et moi, du coup, j'étais dans le bureau français. On avait 6 développeurs à peu près. Donc, l'équipe produit, c'était 6 développeurs et moi-même. Et au global, dans la boîte, quand je suis arrivée lors de cette levée de fonds, on était une 40aine de salariés. Très bien. Donc, si je comprends bien, tu étais, ce qu'on a dit tout à l'heure en introduction, tu étais la première PM à arriver dans l'équipe après le cofondateur qui assumait le rôle de produit. Finalement, c'est quoi le plus difficile quand on arrive en tant que première PM dans une organisation en pleine croissance? Le plus difficile du onboarding, c'est quand il n'y a pas de RH dans une structure aussi petite que ça, c'est de se créer soi-même son propre onboarding. C'est assez compliqué. Il faut tout appréhender en même temps. La partie technique du produit,
l'organisation, le marché, le positionnement de son produit, la concurrence. Faut aussi bien s'intégrer dans toutes les équipes, pas juste avec l'équipe technique, mais aussi avec toutes les équipes de par le rôle transverse que peut avoir le produit. Et là où j'ai vécu une aventure assez incroyable dès le départ chez Synthesio, c'est que j'ai dû recruter et des développeurs et des product managers assez vite pour étoffer les équipes, quoi. Très bien. Et finalement, comment tu fais? Tu arrives première PM, tu te fais un peu ton onboarding un peu toute seule et derrière, on te demande de recruter une équipe. Comment ça s'est passé rapidement, justement, cette partie un peu recrutement que tu ne connaissais pas forcément auparavant? C'est vrai que j'ai vraiment appris sur le tas. Ce que je me suis rendu compte avec le recul, c'est qu'il faut vraiment s'adapter à ce stade-là, parce que c'est impossible de vendre un scope produit très précis. Il y a tellement d'incertitudes par définition dans la startup, il y a tellement de paramètres qui changent très vite, il y a tellement de concurrence que du coup, il faut des gens à la fois qui ont l'ambition pour évoluer avec le projet de la boîte, mais à la fois qui n'ont pas d'ego. Et ça, c'est assez rare à trouver. Et si tu te concentres vraiment sur cet aspect-là, ça rend le recrutement bien plus intéressant et bien plus intéressant pour la boîte, quoi. Donc c'est vrai que ça allait très vite chez Synthesio parce que 1 an et demi après que j'ai démarré, en fait, on avait vraiment scalé toutes les équipes. On avait une quarantaine de personnes au global dans l'équipe tech et produit, donc de 6 à 40, avec 4 feature teams bien autonomes sur des aspects du produit différentes. On avait même une feature team en nearshore. On avait une équipe infra de 4 personnes parce qu'on faisait pas mal de big data. Et on avait même une équipe data science aussi de 4 personnes aussi, quoi. Au produit, on était à la fin, il y avait un VP produit à New York et il y avait moi qui chapeautais, on va dire, l'équipe produit en France avec 4 PM qui avaient du coup les 4 squads autonomes dont je t'ai parlé tout à l'heure, quoi. Ouais, donc j'imagine que derrière, finalement, tu as constitué cette équipe, tu l'as organisée. C'est à ce moment-là que, en chapeautant un peu l'équipe, tu es devenu finalement, tu as pris le rôle en tout cas de Head of Product à Paris en collaboration avec ton VP Product. Ouais, c'est vrai que ça s'est fait petit à petit parce qu'on était 4 PM, on reportait tous au même cofondateur produit au départ. Il y a même eu une personne en plus, on est monté à 5 quand on a eu un développeur en alternance qui voulait passer au produit et que moi j'ai mentoré assez naturellement dès le départ, que j'ai fait monter en compétences et qui est devenu vraiment un élément indispensable de l'équipe, on va dire. Et quand on a continué de se développer aux US, que du coup, on a mis toutes nos forces commerciales là-bas, un CMO là-bas, un CPO là-bas, c'est à ce moment-là que lui m'a désignée directrice produit parce qu'il avait besoin de quelqu'un pour vraiment chapeauter tout ce qui se passait sur le bureau français avec le VP Engineering. Très clair. Et finalement, si on reprend ton parcours, c'est-à-dire tu es passé de PO à PM puis Head of Product, mais tu n'avais pas spécialement d'expérience dans le management. Donc j'imagine que quand même, il peut y avoir une difficulté à passer d'un rôle de PM où même si tu chapeautes un peu, tu n'as pas un vrai rôle de management, comme il peut y avoir dans certaines organisations quand on a des PO à manager. Là, tu passes vraiment d'un statut où tu deviens manager au moment où tu prends le poste de Head of Product. Donc j'imagine que tout n'était pas facile. Si tu as aujourd'hui quelques conseils et un retour d'expérience à nous faire là-dessus, je pense que ça pourrait être pas mal intéressant. Ouais, c'est un super sujet. Je vois pas mal de PM aujourd'hui qui passent par là, mais c'est génial. Déjà, si vous avez l'occasion de le faire, faites-le, parce que quand tu as la confiance du top management, quand tu as la confiance de tes équipes, c'est vraiment assez incroyable. C'est vrai que je suis venue ici en mode no filter pour vous partager aussi les difficultés. Donc c'est vrai que c'était pas évident quand la difficulté que j'avais, moi, c'est qu'on était tous au même niveau dans la même équipe. Et que d'un seul coup, je suis passée N+1 de 4 hommes, tous plus âgés que moi. Clairement, ça n'a pas été évident. En plus, le premier objectif que j'ai eu dans l'équipe, c'était vraiment d'assainir l'équipe parce que ça se passait pas très bien avec un DPM. Et ma première mission, ça a été de gérer sa sortie. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas à l'école. Notre RH, elle était basée à Boston. Elle connaissait pas trop la législation française. C'était pas évident. Par contre, quand ça s'est fini, j'ai eu beaucoup de remerciements en interne parce que c'était clairement ce qu'il fallait faire. C'était vraiment pas évident, mais ça a été hyper formateur, par exemple. Et tu demandais, est-ce que j'ai des conseils aujourd'hui? C'est quand tu passes manager, en fait,
quand tu es déjà membre de l'équipe, ça rajoute une certaine complexité. Il faut accepter que ta posture, elle change en interne. Même si toi, t'as pas changé, tu es toujours la même personne, il faut être prêt à accepter que d'autres, en fait, auront une vision différente de toi. Vraiment se poser la question de savoir si c'est ça que tu veux. C'est quelque chose qui est assez répandu, je trouve, chez les développeurs, mais assez peu en produit, tu as 2 tracks assez particuliers. Est-ce que tu veux être le meilleur développeur ou est-ce que tu veux être commencer à prendre des rôles de management? Et c'est vrai que je vois pas mal de PM aujourd'hui qui se posent ce genre de questions ou qui regrettent même avoir pris des postes de manager parce que c'est pas forcément mieux ou moins bien, c'est juste que c'est un rôle différent et il faut bien l'appréhender. Et ce qui m'a beaucoup aidé, moi, à l'époque, si je peux vous recommander une petite lecture, un livre assez culte, à la fois pour toutes les hommes et pour tous les hommes et toutes les femmes, petit lapsus, c'est Lénine de Sheryl Sandberg, qui parle beaucoup de féminisme, mais pas que, et qui s'adresse à tout le monde et qui parle beaucoup de culture, de start-up sur ces sujets-là. Et voilà. Donc, mon conseil pour les nouveaux managers, c'est restez vous-même, allez voir Lénine et osez vous affirmer et tout va bien se passer. Merci. Le point, c'est que si on reprend un peu ton expérience, tu es arrivé vraiment au tout début de l'organisation, tu as été rapidement en collaboration avec le CTPO, qui était l'un des founders. Donc, la question aujourd'hui, c'est quelle a été ta relation tout au long justement avec le founder, parce que tu as quand même eu la chance d'être très proche très rapidement, et comment elle a évolué finalement au fur et à mesure du temps avec ton évolution vers le poste de product. Parce que c'est souvent important quand on arrive dans une organisation qui est petite, c'est aussi à ce moment-là qu'on construit les choses. Ouais. C'est vrai que moi, j'ai su assez vite gagner la confiance du fondateur tech et produit en montrant que je savais gérer la delivery, qui est quelque chose d'assez crucial quand on a ce rôle-là, en lui montrant que je pouvais gérer. Puis une fois que tu as la confiance, après, c'est vraiment génial parce que tu peux vraiment prendre part aux décisions stratégiques. Tu sens que tu es vraiment un point de repère en interne et ça, c'est hyper appréciable. Et les quelques difficultés que j'ai eues, moi, par exemple, avec lui sur cette relation-là, c'est qu'il avait beaucoup de mal à lâcher le produit. C'était un ingénieur, il avait lui-même codé les premières versions de son produit. Donc, c'était quelqu'un de brillant qui avait vraiment 1000 idées à la minute, comme beaucoup de fondateurs. Sauf qu'il voulait continuer de contribuer sur le code. Et c'était assez dur de le canaliser, quoi. Voilà. Je pense que pour le coup, il y a pas mal de PM qui doivent se reconnaître sur des petites organisations ou plus moyennes. Alors de là jusqu'à ce qu'il aille coder, je pense que c'est assez exceptionnel. Mais comment tu t'en sors dans ces cas-là justement quand un des founders qui est propriétaire du produit quelque part veut continuer à participer, comment tu t'en es sorti là maintenant? Moi, mon premier réflexe, c'est une bonne question, ça a été de trouver des alliés plus expérimentés que moi en interne. L'allié le plus naturel pour moi, c'était le parce qu'on bosse beaucoup ensemble sur la roadmap. Actuellement, il est CTO chez Lydia, donc lui, il avait déjà de l'expérience avant, il avait déjà eu à gérer ça. Et en fait, on a aidé tous les deux notre founder à se trouver un nouveau rôle, à se trouver une nouvelle posture, à ce qu'il arrête de coder au final. Et on l'a beaucoup écouté en fait, parce qu'il avait besoin d'être canalisé en fait sur toute sa montée en pression et sur tout son nouveau rôle de founder, qui a des gros clients à servir. Nous, c'était des clients du CAC 40, c'était le Nasdaq, Nissan, Peugeot, la NBA, voilà. On a les investisseurs derrière, la pression de savoir comment payer tes salariés les mois où ça va un peu moins bien. Et donc, on l'a beaucoup écouté, on a beaucoup joué ce rôle de tampon. Parce que du coup, quand tu fais pas ce travail-là, il y a un impact qui peut être hyper négatif pour toi en tant que PM. C'est que ça peut être ultra disruptif sur la roadmap d'avoir un founder comme ça qui a envie autant de contribuer. C'est dur d'implémenter des méthodologies. Et ça peut être aussi ultra disruptif sur la motivation des équipes, quoi. Du coup, nous, ce qu'on a fini par faire petit à petit, c'est de lui créer un rôle de responsable labs, on va dire responsable innovation. Il avait son petit environnement de dev dédié, il pouvait faire ses petits tests, proof of concept, ses POC de nouveaux widgets, aller les montrer à des clients. Et du coup, ça a été un bon entre-deux qui était pas mal. Je comprends, mais du coup, oui, si je comprends bien, c'est qu'il était un peu aussi sur une phase de discovery, à la fois sur le produit, mais sur la technologie. Et du coup, ça a forcément quand même un impact à la fois sur le produit et sur ton équipe, parce que même s'il sort un peu du run, derrière, j'imagine que les POC…
Ouais, c'est sûr. L'idée d'époque, c'était une bonne idée, sauf qu'effectivement, il y avait des impacts qu'on n'avait pas trop prévus. C'est vrai que quand il part en discovery comme ça, c'est dur de lui expliquer que c'est pas forcément de la bonne discovery. C'est pas juste parce qu'il va avoir un client à qui il pose des questions assez biaisées qu'on va pouvoir en retirer des choses pour le produit. Et ça a été compliqué après de faire de l'éducation a posteriori. Et puis ces POC, ça n'impliquait pas du tout la phase d'industrialisation qu'on avait besoin, nous aussi, derrière, sur les développements, pour pouvoir servir ces nouveaux widgets sur une plateforme à tous nos clients pour que ça scale, que ça performe, etc., quoi. Donc, c'est vrai que ça peut être… ça peut vite casser une roadmap, quoi. Quand tu as quelqu'un qui arrive et qui a plein d'idées et qui dit « Mais non, mais ça va vite, c'est une quick win, mais ça va tellement vite que je peux le faire moi-même. » Derrière, il faut aller rattraper les équipes pour leur dire que la vision, elle change pas, que la feuille de route, elle change pas non plus, et que c'est pas évident non plus pour le founder de changer de posture, de rôle non plus. Et donc moi, j'avais vraiment ce rôle tampon, on va dire, entre le fondateur et les équipes à ce sujet-là en particulier, quoi. Très clair. Et donc, si je résume assez rapidement, finalement, ton expérience chez Synthesio, tu arrives en tant que première PM, donc tu as à la fois construit l'équipe, organisé l'équipe et pris le poste de product. Tout ça, en fil rouge, tu avais quand même une relation un peu particulière avec ton CTPO, de fait d'avoir été tout de suite assez proche de lui. Et du coup, aujourd'hui, avec le recul et tes nouvelles expériences, qu'est-ce que tu retiens en fait? Qu'est-ce que tu aurais fait autrement justement sur cette expérience de PM puis Head of Product il y a quelques années chez Synthesio? Ce que j'aurais géré différemment, c'est sûrement la transition de PM à directrice produit, head of product. Parce qu'au début, j'ai eu l'impression de ne plus rien délivrer. J'avais plus de features, j'avais l'impression de ne plus apporter de valeur à la boîte, alors qu'en fait, c'est pas vrai, c'est juste que tu apportes de la valeur autrement, notamment avec tous les aspects dont on a parlé tout de suite. Mais en portant la vision aussi, ça, je pense que c'est quelque chose qui est hyper important. Quand on le fait, on a l'impression, pareil, de pas forcément faire grand-chose, alors qu'en fait, c'est hyper clé pour la croissance de la boîte d'avoir des gens en interne qui comprennent la vision du produit. Il faut quelqu'un qui l'incarne en interne et qui la communique. Donc ça, c'est un rôle à part entière. Il y avait un talk LPCX, pour le coup, en plus d'un ami, moi, qui m'avait beaucoup aidé, Maxime, chez Zendesk, qui a un talk qui est toujours d'actualité, même s'il n'est pas tout récent, sur comment, justement, tu peux scaler tes équipes en portant bien la vision et comment il a bien expliqué le scale chez Zendesk. Je vous le recommande, il était vraiment pas mal. Et le dernier aspect, je dirais, c'est la partie discovery que j'avais un peu mis de côté au tout départ parce que je m'étais vraiment concentrée sur bien structurer la delivery. La delivery, c'est vraiment indispensable. Il faut bien le maîtriser, même quand on est encore plus quand on est junior PM, mais il faut pas mettre de côté la discovery parce que plus tard, ça peut être très compliqué de le mettre en place. Et en gros, plus tôt vous mettez en place des insights, vous faites remonter des insights ou même des petits éléments de discovery, mieux ce sera parce que sinon, ça prend trop de temps à mettre en place derrière, quoi. Et du coup, si derrière, ça t'a manqué un peu cette partie discovery, qu'est-ce que tu as fait pour la mettre en place et qu'est-ce que tu as fait derrière finalement? Tu l'as travaillé? Je voyais que j'étais arrivée au bout de ce que je pouvais leur apporter chez Synthesio et que justement ce serait trop compliqué et un peu trop tard. Et c'est à ce moment-là qu'effectivement je suis partie de chez Synthesio. Ouais. Ah, d'accord. Donc, du coup, c'est à ce moment-là que tu as rejoint Privatiseur. Pour rappel, ce que je disais en intro, c'est que tu es repassé, si je me souviens bien, d'un rôle de Head of Product à un retour sur un rôle de Product Manager. Finalement, c'est un choix qui peut paraître un peu atypique. Hein. On a rarement l'ambition comme ça de revenir à un premier poste. Pourquoi ce choix-là? Pour moi, ça a été assez clair. J'ai jamais trop. Ça manquait vraiment le fait de remettre les mains dans le cambouis, d'avoir mon petit scope produit, mes fonctionnalités, de retourner sur le terrain, de sentir l'adrénaline avant une mise en prod. Ça, c'est quelque chose qui me manquait beaucoup. Et c'est vrai que chez Privatiseur, ce qui m'a attiré, c'est vraiment la culture produit qu'il y avait déjà par ailleurs et l'ambition qu'ils avaient. Privatiseur, c'est une marketplace dans l'événementiel.
On a l'ambition de devenir le Airbnb de l'événementiel. Ils ont commencé en B2C, privatiseur à la base, en organisant des événements pour les particuliers. Et moi, je les ai rejoints lors du pivot B2B en 2017. Et en 2018, on a levé 10 millions d'euros avec Serena. Et c'est à ce moment-là que moi, je suis arrivée en tant que deuxième PM, juste après le VP produit Benjamin, qui m'a recruté pour m'occuper de toute la partie supply de la marketplace, c'est-à-dire l'expérience pour les lieux événementiels. Et c'est vrai que je suis arrivée dans une grosse phase de scale aussi chez Privatiseur parce que je suis arrivée, on était 30 salariés et moins de 2 ans après, on était 130. Voilà. Et c'est vrai que ce qui m'a attirée, c'est vraiment la culture produit qu'ils avaient dès le départ, même quand ils étaient que 30, quoi. Oui, et pourtant, donc ce que tu viens de dire, c'est que tu es arrivé, tu étais au moment du pivot, donc tu étais la deuxième PM. Et en quoi, finalement, par rapport à un contexte qui est assez proche de Synthesio, je crois qu'au départ, vous étiez 40 salariés chez Synthesio, 30 salariés là aujourd'hui chez Privatiseur, enfin à ce moment-là chez Privatiseur. Ouais. Pourquoi l'orga, finalement, était plus mature que Synthesio à l'origine? C'est vrai que c'était beaucoup plus mature au produit parce qu'il y avait déjà la Bible en interne, en fait, chez Privatiseur, c'était le Lean Startup. Que tu sois au business, que tu sois un stagiaire SEO ou peu importe, ou support client, tout le monde lisait le Lean Startup et s'imprégnait un peu de cette philosophie-là. Et donc, ce qu'on en a surtout pris, qui était quelque chose qui était vrai dès le départ, c'était qu'on cherchait à avoir le cycle le plus court entre une idée et le fait de tester cette idée et du coup de l'exécuter. Et Privatiseur est assez reconnu pour ça, je pense, dans le milieu des startups, pour cette partie exécution assez rapide. Mais moi, ce qui me plaisait, c'était le fait qu'ils aillent voir les utilisateurs, alors même qu'ils étaient une toute petite équipe produit. Le fait que ce soit bien valorisé, c'est quelque chose que j'avais bien testé dans mes entretiens. Et le fait que les échecs aussi soient ultra valorisés chez Privatiseur. Un échec, ça te permet d'apprendre plein de choses sur tes utilisateurs, sur comment aborder ton marché. Et le dernier aspect, je dirais, c'était vraiment l'organisation transverse avec des objectifs partagés, une organisation tribe qui allait vraiment au-delà des squads classiques qu'on peut avoir à la Spotify. En quoi, du coup, si tu peux nous dire rapidement, si on peut faire rapidement un focus sur l'organisation, en quoi finalement, en quoi consistait cette logique de tribe et en quoi elle était différente de une logique de squad assez classique par ailleurs? Ouais, pas de souci. Les tribes, c'était pour nous un moyen de bien exécuter la vision qu'on avait de privatiseur dans une organisation qui était de base compliquée puisque c'est une marketplace. Et du coup, au-delà des squads classiques qu'on pouvait avoir, on a mis les tribes un cran au-dessus, on va dire, qui mixaient un peu tous les services de la boîte. Et donc, on avait du tech, du produit, mais aussi du business. Et on avait des tribes différentes qui servaient l'expérience de nos clients parce qu'en tant que marketplace, on a plusieurs clients. Typiquement, chez Privatiseur, on a les gens qui veulent organiser des événements, que ce soit des particuliers ou des professionnels. On a les lieux événementiels qui, eux, accueillent ces clients-là et qui peuvent recevoir des événements. Donc, moi, je m'occupais de cette tribe-là, typiquement. On avait la tribe qui s'occupait de mettre en relation ces deux parties-là avec beaucoup d'algo, de matching, beaucoup d'aspects d'automatisation, mais ça, c'était une tribe en soi. Et la dernière tribe qu'on avait, c'était la tribe Employee Experience qu'on appelait, parce qu'on partait du principe que pour bien scaler et pour offrir une bonne expérience à nos clients, on devait en premier lieu offrir une bonne expérience à nos employés. Et donc, tout salarié chez Privatiseur est à minima dans une tribe au-delà de son département classique, marketing, produit, tech, etc. Et c'est vraiment ce système qui nous a permis de définir des objectifs partagés dans toute la boîte. Du coup, j'imagine que l'objectif des objectifs partagés, c'était d'aligner aussi tout le monde sur une vision commune. Vous utilisiez une méthodologie, un framework en particulier, je pense à des OKR ou quelque chose comme ça, ou pas spécialement? Ouais, c'est vrai que tu as rebondi sur les OKR du fait qu'on ait parlé d'objectifs partagés. C'est quelque chose qu'on a mis en place progressivement avec Benjamin, le VP produit. Nous, on a fait des OKR du coup qui soient vraiment transverses aussi avec ce système de tribe. On partait vraiment des objectifs de l'année qu'on avait pour Privatiseur, qui, eux, pour le coup, étaient définis par le copil. Et ensuite, on organisait des saisons. Et donc, on se posait avec tous les tribe leads pour se dire, OK, qu'est-ce qu'on veut faire les 3 prochains mois
dans ma tribe. Et donc, on avait plusieurs squads au sein de chacune des tribes. Typiquement, dans ma tribe, il y avait une squad sur l'acquisition de lieux événementiels pour qu'on ait un gros catalogue à offrir à nos clients. On avait une squad pour l'Espagne, une squad sur la satisfaction des partenaires. Et donc, on se posait pour définir tous les 3 mois qu'est-ce qu'on a comme objectif. Et ensuite, on faisait une revue de priorisation tous les 15 jours, un peu plus classique. Mais ce qui fait que tous les lundis matins, on réunissait vraiment toute la tribe pour se dire voilà où on en est à partir des métriques qu'on avait définies. Et ça nous permettait de prioriser aussi beaucoup plus facilement tout un tas de sujets, notamment d'outillage interne, où il y a souvent une frustration des autres équipes. Là, le fait qu'on ait tous les mêmes objectifs, c'était beaucoup plus facile. Et ça donnait beaucoup plus d'ownership, de responsabilité aux équipes. Et pour moi, c'est vraiment ça qui est indispensable aussi à toute culture produit, c'est vraiment de donner de l'ownership et donner de l'autonomie à toutes les équipes, quoi. Ouais. Du coup, quand je t'écoute, je me dis que d'un point de vue de la culture produit, de l'organisation et finalement de cette gestion et de l'alignement avec les OKR, enfin, vous étiez quasiment dans une orga ultra mature, presque parfaite. Et pourtant, j'imagine que voilà, il y a toujours, avec le recul aujourd'hui, il y a toujours des inconvénients quand une organisation, il y a toujours des choses à travailler. Là, chez Privatiseur, l'organisation était vraiment très avancée, mais tu avais quand même quelques inconvénients peut-être à nous remonter ou des choses ou des limites de ce type d'organisation. C'est vrai que ça s'est très bien passé et qu'on a très bien vécu le scale assez facilement de 30 à 130 personnes grâce à cette organisation, pardon. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas d'organisation parfaite. Puis c'est quelque chose qui évolue en continu aussi, donc il faut. C'est vraiment l'OS de ta boîte, ton organisation. Et donc quand tu as compris ça, je pense que le plus compliqué, l'inconvénient d'une telle organisation, c'est le temps que ça prend. Il faut vraiment quelqu'un en interne qui soit dédié, qui soit moteur. Chez nous, c'était Benjamin, le VP produit, mais on avait également aussi au sein de la tribe employée dont je vous ai parlé tout à l'heure, on avait par exemple une squad qui s'occupait de l'organisation au sein de laquelle j'étais, parce qu'il fallait qu'on soit plusieurs à être moteurs dans la boîte pour être sûr que tous les objectifs soient bien compris, qu'on lance bien les saisons, toutes ces choses-là, quoi. Ouais, donc en fait, il y a une organisation pour organiser, quoi, globalement. C'est ça. C'est vrai que c'est un peu ça. Et du coup, toi, de part aussi, pour le coup, ce que tu avais pu construire chez Synthesio et ton passage en Head of Product, où tu avais pu participer vraiment à l'organisation, donc là, on voit que tu le fais encore un peu, mais est-ce qu'à un moment donné, tu n'avais pas un manque sur le fait de pouvoir aussi instaurer une culture produit telle que tu la voyais, vu que l'organisation était déjà assez mature? C'est vrai qu'il n'y a pas de boîte aujourd'hui qui soit 100% produit by the book comme on en rêve tous en tant que PM, en fait. J'entends beaucoup de PM aujourd'hui qui rêvent d'avoir un super confort, des super process, une boîte où il y a déjà tout qui est installé, où on les laisse aller faire pas mal de discovery, où on n'a pas besoin de se batailler côté budget pour avoir des super outils. Et chez Privatiseur, il y a, malgré le fait qu'on soit mature sur plein de sujets d'orga, typiquement, ça a été compliqué pour moi d'instaurer toute la partie discovery aussi, qui n'existait pas du tout quand je suis arrivée. Malgré le fait que ce soit valorisé d'aller voir des utilisateurs, au départ, j'ai quand même dû hacker un peu toute la démarche UX/UI parce que ça n'existait pas, quoi. Qu'est-ce que tu veux dire par hacker, si on reprend Oui, c'est vrai. C'est vrai que ce serait bien que cette partie-là, c'est que quand j'ai eu mon binôme UX/UI qui arrivait dans mon équipe, qu'on a voulu faire de la user research, officiellement, on s'est pris pas mal de stop sur le fait que, notamment les craintes des fondateurs, c'était de perdre en vitesse d'exécution. Vu qu'on allait très très vite et qu'on avait l'habitude de délivrer assez vite. Et du coup, pour moi, vitesse d'exécution ne veut pas dire que tu exécutes bien. Au contraire, moi, sur mon produit en particulier, je sentais qu'on empilait des features qui avaient beaucoup d'adoption. Par contre, je voyais qu'on ne décollait pas niveau de satisfaction de nos utilisateurs et je sentais qu'on ratait quelque chose vraiment sur le pourquoi nos utilisateurs étaient pas embarqués jusqu'au bout avec nous. Et j'ai vu à ce moment-là une conf en replay de Léa Mendes qui à l'époque était chez Everroad, je crois. Donc je la connaissais pas, mais je l'ai contactée sur LinkedIn parce que j'avais envie de creuser avec elle les aspects dont elle avait parlé dans cette conférence-là, et elle m'a proposé un café
Et du coup, ça a été un peu un déclic pour moi dans ma démarche parce que parfois, tu as juste besoin d'un petit coup de pouce extérieur, de quelqu'un qui te donne un peu cet élan de confiance qui te manque. Et à l'époque, moi, ce qu'elle m'a dit, c'est ne ralentis pas, au contraire, accélère, vas-y, ce que tu fais, c'est bien. Et ça a fait toute la différence parce que du coup, après, avec mon UX, on est parti pendant une dizaine de jours en discovery. On a eu plein de rendez-vous dans des lieux événementiels un peu partout dans Paris. On est allé à l'aquarium de Paris, on a fait des bars à cocktails, on a fait les bureaux commerciaux de l'Indiana Café, des choses comme ça. C'était assez rigolo, mais surtout, au-delà du fait que ce soit rigolo, on est revenu avec plein d'insights, des vrais freins psychologiques à l'adoption de notre produit. Et en fait, on en a fait un débrief au CODIR. Et là, on avait des verbatims concrets sur ce que pensent nos clients de nos services. Et ça nous a permis de proposer un plan d'action pour l'application qui était beaucoup plus en phase avec les attentes des utilisateurs. Et ça a été un peu le début de la discovery chez Privatiseur. Et maintenant, je sais qu'ils en font beaucoup plus régulièrement et que c'est beaucoup plus instauré dans les process. Et donc, si je comprends, malgré tout, donc là, si on reprend ton parcours au global, encore une fois, du coup, tu as vraiment eu en tant que PM, et que ce soit chez Synthesio ou chez Privatiseur, l'occasion d'aller sur des sujets d'organisation, avec deux organisations qui sont assez différentes entre Privatiseur et Synthesio, mais aussi sur l'instauration de la culture produit, du recrutement de PM, et en fait l'installation d'une démarche discovery là chez Privatiseur. Ouais. Finalement, aujourd'hui, et c'était un peu le but de ce talk, c'était de revenir sur tout ça et pour finalement dire est-ce que tout ça, tu l'as utilisé pour derrière fonder donc Peps, tu es co-founder aujourd'hui, et est-ce que pour revenir à un niveau PM aussi, pour tous les gens qui nous écoutent, tu as quelques takeaways à leur donner pour leur permettre de réagir à la fois sur, je pense, un contexte de petite organisation ou même sur des plus grosses, parce que je pense que finalement, il y a des choses qui peuvent converger et qui peuvent être assez similaires d'une organisation à une autre. Donc, voilà. Pour faire rapidement une grande conclusion à tout ça, la première, c'est voilà, de quoi tu t'es servi pour derrière monter ta boîte, et si tu avais des takeaways et quelques conseils à donner aux PM qui nous écoutent aujourd'hui. Je vais essayer d'y répondre brièvement, comme ça après on pourra répondre aux questions. C'est vrai que cette rétrospective, ça a été intéressant parce que je me suis rendu compte qu'il y a pas mal de choses qui m'ont aidé dans la façon dont on a créé Peps avec Charlotte, parce que ce qu'on essaie de faire aujourd'hui, c'est d'aider les boîtes à bien recruter au départ sur la partie produit, parce qu'on part du principe que plus tôt tu le fais, mieux c'est, et surtout plus tôt tu vas prendre les bons profils pour toi et pour le moment où tu en es dans ta boîte, mieux c'est aussi. Donc, on veut aider les founders à se poser les bonnes bases d'une culture produit qui va scaler, et surtout, je parlais à l'instant de Léa qui m'a donné ce petit coup de pouce extérieur, mais il y a plein de PM qui m'ont aidé aussi à des moments un peu clés dans ma carrière, et c'est vraiment ces coups de pouce extérieurs que moi j'essaie d'apporter aujourd'hui avec du mentoring de PM plus ou moins junior, ou soit de monter en compétences, soit juste de prendre du recul sur une situation donnée, sur ta carrière, parce que c'est hyper important à ce moment-là d'être mis en relation avec des gens qui vivent exactement la même chose que toi au même moment, et c'est ce qu'on fait aussi avec Peps, pas mal de mise en relation là-dessus. Après, sur les takeaways finaux par rapport à tout ce dont j'ai parlé aujourd'hui, je pense que le lien, c'est de vraiment aller s'appuyer sur des gens en interne, en externe. Vous allez vraiment gagner un temps fou, et vous allez gagner aussi un autre point de vue sur votre problématique. Donc, il ne faut pas hésiter à sortir la tête de l'eau, même si vous avez l'impression que ça vous fait perdre du temps. En fait, non, ça vous en fait gagner, et en plus, ça vous fait du réseau. Vous rencontrez des personnes top, c'est incroyable. Et si vous êtes premier PM, ne commencez pas à faire juste de la delivery. C'est hyper important, la delivery. Il faut vraiment devenir master de la delivery. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il faut vraiment commencer par là et avoir les bonnes bases là-dessus. Par contre, ne faites pas que ça. Commencez à instaurer des briques de discovery. Vous aurez des billes pour pouvoir montrer en quoi la culture produit peut apporter pas mal de choses dans une organisation. Mais pour ça, il vous faut des insights, quali, quanti, il vous faut de la data. Donc, allez la chercher dès le départ.
Et puis sinon, il faut beaucoup de patience pour instaurer une culture produit. Ça va pas vous tomber. C'est pas parce qu'on fait un job que beaucoup ont envie de faire aujourd'hui, que c'est un job à la mode, que ce sera facile une fois que vous serez embauché, en fait. C'est quelque chose qui ne s'arrête jamais. C'est un peu comme l'organisation, t'en parlais. Éduquer, vulgariser, montrer par l'exemple, c'est hyper important. Donc, quel que soit, je pense, le type de boîte dans laquelle vous êtes, c'est hyper important de continuer d'évangéliser autour de la culture produit, de ses bienfaits, je pense. Voilà. Très bien, très, très cool. C'est synthétique, hein. Ouais, c'était parfait. C'est une belle conclusion justement à ce talk. Je pense qu'on va passer. Donc, je te remercie encore une fois de nous avoir donné toutes ces takeaways. On va passer à la partie questions. Amandine, tu as quelques questions pour Marion? Effectivement, merci Marion. Merci à tous les participants qui nous ont posé des questions et qui ont déjà voté. Alors, continuez de voter si vous le souhaitez, en parallèle des réponses de Marion. Allez, c'est parti Marion, t'es prête? Allez. Première question de Laurent. Quels sont les bons réflexes à adopter quand on endosse un rôle d'Head of Product? Quels sont les réflexes qui différencient le Head of d'un PM? Les réflexes. Les réflexes, je pense que c'est les mêmes, ceux qui tournent autour de la culture produit, en tout cas, doivent rester les mêmes. Ce qui change, c'est vraiment le fait que quand tu es PM, tu es vraiment dedans, et quand tu es Head of Product, tu dois aider au contraire tes PM à bien exécuter leur rôle, même si j'aime pas le mot exécuter, leur rôle de PM. Et en gros, tu deviens encore plus un facilitateur, mais cette fois-ci pour tes équipes. Je pense que c'est ça qui change foncièrement quand tu deviens Head of Product, quoi. Ok, super. Merci pour ta réponse. On passe à la deuxième question. Alors, elle est en lien avec une question que Samy t'a posée au tout début. C'était sur la composition des équipes au sein de Synthesio. D'accord. Et Thomas te demande pourquoi il faut recruter des profils qui n'ont pas d'ego ou peu d'ego. Ok. Pourquoi? Parce que quand tu recrutes, tu as une fiche de poste, tu as un besoin très très court terme, parce que, je sais pas, tu as envie de creuser un nouveau produit ou tu as envie de mettre un PM sur une composante produit, par exemple. Et en fait, quand tu es dans une boîte en croissance ou en hyper croissance, le scope peut changer très très vite. Et donc, du coup, il faut quelqu'un qui va être capable de se mettre un peu de côté au profil des bienfaits de la boîte, en fait. Parce que ce qui est important, c'est la boîte et c'est de prendre les bonnes décisions pour la boîte à ce moment-là pour qu'elle puisse continuer de grandir. Et donc, du coup, il ne faut pas quelqu'un qui ait de l'ego dans le sens qui sera attaché à un scope produit bien déterminé. Voilà. Ok, c'était en aucun cas péjoratif. Au Non. contraire, ayez de la personnalité. Non, pas du tout. Allez, question suivante. Tu as une bible de la delivery ou de la discovery à nous proposer. Est-ce que tu aurais une référence C'est vrai que j'ai parlé du Lean Startup parce que pour moi, c'est pas forcément un livre produit, c'est aussi un livre business. Et je pense qu'il peut. En fait, ce qui est intéressant, pour moi, la culture produit, c'est beaucoup de transverse. Et ce livre, il est accessible comme je l'ai dit, à plein d'autres gens qui ne font pas que du produit. Sinon, sur le produit, j'en ai plein d'autres à vous recommander. Mais celui-ci, si j'en ai un, je pense que je choisirais celui-là. Ça marche. On sait ce que tu vas mettre dans tes valises pour l'hiver prochain. Allez, je vous ai remis le lien dans les commentaires. Question suivante avec 10 votes. Comment pallier au manque de connaissances techniques? Comment tu fais pour avoir une certaine légitimité auprès de ton équipe technique? Merci Marine pour ta question. C'est vrai que moi, j'ai pas du tout de background technique et que petit à petit, ça m'a pas empêché effectivement d'avoir ce rôle-là. Sur des produits techniques, ça peut être le cas, mais personnellement, moi, ça m'a jamais posé de problème. Ce qu'il faut, c'est de trouver, je parlais d'alliés en interne tout à l'heure, il faut trouver ton binôme technique qui saura, quelqu'un qui adore vulgariser et qui adore expliquer, et il y en a beaucoup en général chez les devs. Il faut trouver la bonne personne pour toi, et pour former un super binôme et puis avoir petit à petit poser les bonnes questions. En fait, faut être hyper curieux et en fait, faut pas avoir peur de prendre des projets assez complexes, assez techniques. Tant que tu as une bonne équipe technique qui est prête à t'aider,
n'y a pas de souci. Moi, j'ai beaucoup appris sur le tas en prenant petit à petit des produits les plus complexes les uns les autres. Et en général aussi, ça aide aussi à savoir quels sont les bons développeurs et à différencier les codeurs purs, on va dire, des vrais ingénieurs. Pour moi, ça fait partie du rôle aussi d'un ingénieur de savoir expliquer pourquoi il prend tel ou tel choix technique. Et après, petit à petit, c'est facile de voir à quel moment il faut aller poser la bonne question. Avec l'expérience, ça peut s'apprendre aussi. Ok, super. On va prendre encore quelques questions. Il nous reste encore un petit peu de temps à passer ensemble. Je vais essayer. Alors, c'est une question de Victor. La transition de PM à manager a-t-elle été bien acceptée par l'équipe? As-tu des conseils pour être légitime justement auprès de ton équipe? C'est vrai que le management, c'est beaucoup de légitimité. La transition de PM à manager a été très facile pour certains membres de l'équipe et beaucoup plus compliquée pour d'autres, notamment ceux qui voulaient le poste, hein, tout simplement. Donc oui, c'est vrai que ça a été compliqué. Pour être légitime, faut montrer. Je pense qu'il faut pas avoir peur. Je pense que la légitimité, que tu sois PM ou que tu sois head of product, c'est quelque chose que tu montres au quotidien dans ton travail. Je pense que c'est pas que ce soit quelque chose qui change en tout cas à ce moment-là. Je pense que ce qui change plutôt à ce moment-là, c'est le fait, c'est plus ta posture en interne. Et je pense qu'il faut pas avoir peur d'avoir des discussions assez franches sur le fait que ton rôle, en fait, ça devient d'aider l'équipe et donc du coup d'aider tous les membres de l'équipe. Tout le monde sait qu'il y a ce changement, cette transition, et je pense que ça peut très bien se passer quand c'est fait en bonne intelligence, en toute transparence. Voilà. La communication est une clé assez essentielle, j'ai l'impression. Oui, c'est vrai. On enchaîne avec une question de Charline. Alors, c'est vrai que quand tu es premier PM, comment tu fais pour gérer à la fois la partie delivery, la partie stratégique, la partie vision, plus cette communication? Comment tu fais pour répartir ton temps? Est-ce que toi, tu as des conseils? Est-ce que, là, avec un peu de recul maintenant, si tu pouvais recommencer, repartir en tant que première PM, comment tu ferais? C'est vrai qu'on voit beaucoup d'articles, surtout sur les 100 premiers jours d'un PM, etc. Mais c'est vrai qu'au-delà de ces 100 jours, on ne nous donne pas forcément les clés de savoir comment faire la suite. Donc, faut se dégager du temps pour faire de la partie. C'est beaucoup d'organisation de son emploi du temps. Faut savoir dire non, même si c'est un peu un cliché, on va dire, dans le produit, c'est vrai. En fait, il faut aussi savoir dire non pour son propre agenda, en fait, et se garder du temps pour faire les aspects dont tu parles, qui sont la stratégie et, et puis la discovery, quoi. Parce que c'est vrai que quand on est un goulot d'étranglement, quand on a tous les devs qui attendent, on a tendance à vouloir faire que la delivery. Je pense qu'il faut aussi pas mal essayer de donner des casquettes. J'ai beaucoup parlé d'ownership sur la partie plus récente chez Privatiseur, mais il faut pas avoir peur de donner des casquettes en interne pour pas être le seul en fait à tout faire sur la partie delivery et au contraire ne pas hésiter à responsabiliser les designers, les développeurs sur des aspects du produit que tu peux faire notamment quand tu es premier PM, tu n'as sûrement pas de QA, tu fais aussi beaucoup de tests. Donc, il ne faut pas hésiter à responsabiliser tout le monde dans l'équipe sur ces sujets-là pour toi te dégager du temps sur les autres aspects. Ok. Tu n'avais pas d'ailleurs un surnom sur le fait que tu disais souvent, non? Ah, tu m'as balancé. C'est vrai qu'on m'appelait la dame de fer chez Synthesio. Il me semble. Mais c'était gentil, c'était sympathique. Mais c'est vrai que du coup, je savais dire non, mais avec le sourire. Et surtout, je pense que ce qui est important, c'est d'expliquer ses choix. Et je pense que j'étais très, très bien acceptée en interne. Justement, tu parlais de communication grâce à ça. C'est parce que juste quand les sales ou d'autres personnes venaient me demander des nouvelles fonctionnalités, je savais dire non, mais surtout, je leur expliquais pourquoi on n'allait pas le faire, ou en tout cas, pourquoi pas maintenant, peut-être plus tard, et réexpliquer toujours la vision, la stratégie du produit. Ok, chouette. Allez, on va prendre une dernière question. Marion répondra à vos questions à l'écrit, promis. On va toutes les sauvegarder et vous recevrez tous les réponses, pas que la personne qui a posé la question ou ceux qui ont voté. Donc, n'hésitez pas à continuer de voter ou plutôt de poser vos questions. Et la dernière a posteriori.
Exactement. Et la dernière question, on va prendre celle de Alina, qui te demande: est-ce que tu pourrais donner des conseils pour une personne, qui veut devenir PM? Alors là, en particulier, pour des personnes qui vont travailler dans une industrie, particulière, et justement comment on peut faire pour valoriser ces expériences professionnelles qui, OK, étaient pas forcément en lien avec le produit, mais on peut quand même accéder Non, mais à faire du tout, produit. tout part de là, parce que je pense que on parle beaucoup de diversité dans le produit, et je pense que pour tous les gens qui veulent faire du produit, c'est hyper clé de savoir valoriser ces expériences d'avant, parce que sinon les recruteurs, ils vont partir du principe que tu pars de zéro, et voilà. Donc c'est vrai on aide beaucoup les PM avec Peps à mettre en avant toutes leurs expériences, des gens du produit, mais des gens pas forcément du produit. Ce qui est pas évident. En fait, il faut essayer de rattacher toutes tes expériences à des aspects du produit. Alors, c'est pas évident sans connaître ton parcours et ce que tu as fait avant, mais je pense que c'est vraiment ça qui est clé. Avec des termes aussi qui vont parler à des recruteurs produits aussi, ils sauront faire le lien. Parce que parfois, quand on est effectivement dans une industrie particulière, on note un peu sur son CV ou sur son parcours les termes qui sont très spécifiques à cette industrie-là. Je pense que c'est important de prendre du recul par rapport à ça et de se dire, essayer de le raccrocher au produit, quoi. OK, bon, et J'espère que ça vous aidera. merci en tout cas pour ces premières réponses, Marion. Alors, comme on le disait au tout début, le replay sera disponible dès demain sur le site de la Producon, donc vous pourrez voir complètement ou revoir Marion si vous le souhaitez. Ce qu'on va faire donc là, c'est récupérer toutes les questions, répondre et vous les envoyer soit d'ici la fin de la semaine ou la semaine prochaine. Et également vous donner rendez-vous le mois prochain, et on peut même vous donner déjà la date, puisque le prochain meet-up aura lieu le 17 novembre. C'est un mardi, on ne change pas les bonnes habitudes, et on sera aux côtés de 2 super Women in Product. On ne vous en dit pas plus, mais notez bien le 17 dans vos agendas en ligne. Et d'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, et on te remercie encore, Marion, pour cette intervention, pour tous tes bons conseils. Et n'hésitez pas aussi, si vous voulez vous aussi être speaker. D'ailleurs, Marion, ça va, ça s'est bien passé. Ça va, ça s'est bien passé, malgré les aléas du direct. On rebondit, tout se passe bien. Yeah. N'hésitez pas. Il y a de plus en plus de women in product là, qui viennent sur scène, donc c'est top. Merci Tiga aussi de faire en sorte qu'il y ait autant de femmes speakers que d'hommes speakers. C'est génial. Donc non, ça se passe très bien. Venez partager votre expérience. C'est vraiment ça qui aide les autres. Donc allez-y, venez. Yes. Vous aurez une super coach. Amandine et Samy, merci beaucoup. Merci de m'avoir aidé à organiser ça. Avec grand plaisir. On vous dit à très bientôt, le 17 novembre. Et sur ce, passez une bonne soirée et prenez soin de vous. À très vite. Bonne soirée tout le monde. Salut. Bye bye.